Bonjour et bienvenue, chers élèves, à ce cahier de notes de cours audio numérique. En fait, aujourd'hui, nous aborderons l'histoire du Québec et du Canada, soit le quatrième chapitre, ayant pour thème les revendications et les luttes nationales entre 1791 et 1840. Le premier dossier que nous aborderons est l'acte constitutionnel. Adopté en 1791 par la Grande-Bretagne, l'acte constitutionnel est la troisième constitution du Canada et il est mis en place afin de répondre aux demandes des loyalistes. D'abord, la Chambre d'Assemblée est composée de 50 députés élus pour une période de 4 ans. Ses pouvoirs sont limités par le gouverneur et le Conseil législatif. D'ailleurs, cette Chambre d'Assemblée sera mise en place en 1791 avec l'acte constitutionnel. Son rôle, préparer et voter des projets de loi, approuver les budgets du gouvernement. Le rôle du gouverneur. Il possède le droit de veto sur les lois adoptées par le Parlement. Il peut dissoudre la Chambre d'Assemblée. Le Conseil législatif, lui, est composé de 15 membres nommés par le gouverneur. Il étudie les projets de loi adoptés par cette Chambre d'Assemblée. Il peut les modifier, les rejeter ou en proposer une autre. Le Conseil exécutif, lui, est composé d'au moins 9 membres. Ce conseil, lui, fait appliquer les lois adoptées par le Parlement. Il conseille le gouverneur et administre le budget du gouvernement. C'est l'équivalent des ministres aujourd'hui. Prenez note, les conseils sont constitués majoritairement de marchands britanniques. Le gouverneur et ses conseillers limitent par conséquent le pouvoir des députés élus, majoritairement canadiens, français, catholiques. En ce qui a trait au droit de vote et à l'éligibilité, tous les sujets britanniques propriétaires, hommes ou femmes âgés de 21 ans ou plus, peuvent voter. Les francophones sont donc favorisés. Pour être élu député, il faut être un homme âgé d'au moins 21 ans, puisque le travail n'est pas rémunéré. Les personnes aisées, telles que les seigneurs, les médecins, les notaires, les avocats et les marchands, eux, sont favorisés. En ce qui a trait au territoire, désormais divisé entre le Bas et le Haut-Canada, l'ancienne province of Québec est donc remplacée par le Haut-Canada, qui est le sud-est de l'Ontario actuel, alors que le Bas-Canada représente le sud du Québec et le Labrador actuel. La rivière Outaouais étant la frontière entre les deux. Le Bas-Canada est composé de 160 000 Canadiens français qui conservent les mêmes droits que lors de l'Acte de Québec, alors qu'au Haut-Canada, environ 10 000 Canadiens majoritairement anglophones et protestants vivent sous les lois civiles et criminelles anglaises, ainsi que sous le régime des cantons. Le deuxième dossier traite des débats parlementaires. D'abord, les partis politiques. Le British Party, aussi appelé le Tory Party, est composé de conseillers et de députés britanniques et est soutenu par les marchands britanniques. D'ailleurs, ce parti défend donc les intérêts de la Grande-Bretagne. Il prône des idées conservatrices ainsi que des politiques d'assimilation de la population canadienne. Leur journal est le Québec Mercury. Alors que, à l'opposé, le Parti canadien, lui, est un parti composé de députés canadiens. Il est soutenu par les seigneurs, la bourgeoisie professionnelle et la population canadienne française. Ils défendent leurs intérêts, ce qui les oppose souvent aux politiques des dirigeants britanniques. Ce parti prône des idées réformistes et leur journal est le Canadien. L'autorité du gouverneur. Rappelons que le gouverneur peut, s'il le désire, dissoudre l'Assemblée, provoquant ainsi la tenue d'élections. Certains gouverneurs s'en sont servis dans le but de faire disparaître l'opposition. Ce fut le cas de James Henry Craig, qui, de 1810 à 1812, fit déclencher 3 élections, en espérant à chaque fois qu'une majorité de députés du British Party soit élue. Du côté des sujets débattus à la Chambre d'Assemblée, de nombreux sujets vont opposer les députés des deux partis. Par exemple, le premier débat, soit le débat sur la langue, qui instaure ou tout simplement oppose sur la question de la langue à utiliser en chambre d'assemblée. Évidemment, on souhaite, du côté des autorités britanniques, privilégier l'anglais au détriment du français. Deuxième débat, la question des écoles.
En 1800, lorsque la loi de l'institution royale prévoit la construction d'écoles protestantes de langue anglaise, la Chambre d'Assemblée, majoritairement ou du moins représentant la majorité canadienne-française, ne réussit pas à empêcher sa mise en application. 3. La querelle des prisons. En 1805, les députés canadiens proposent de financer les nouvelles prisons par une taxe sur les importations, évidemment ce qui provoque la colère des marchands britanniques. Du côté des Britanniques, on souhaite financer les prisons en imposant des taxes sur les produits agricoles. Qui l'emportera? À suivre. Troisième dossier portera tant qu'elle de son côté sur la guerre anglo-américaine de 1812. Donc, comme mentionné précédemment, le troisième dossier traite de la guerre anglo-américaine de 1812. Petit contexte en introduction. Depuis 1803, le Royaume-Uni est en guerre contre la France de Napoléon, qui souhaite dominer le continent européen. Dans le cadre de cette guerre, Londres impose un blocus à la France et bloque ainsi le passage des navires commerciaux américains à destination de la France. Considérant que le Royaume-Uni est une menace à la liberté de commerce des États-Unis, ceux-ci lui déclarent la guerre en 1812. Ils décident d'envahir les deux provinces canadiennes car ils s'attendent à obtenir l'appui des Canadiens. De 1812 à 1813, de nombreuses batailles ont lieu de part et d'autre de la frontière sans qu'aucune force ne prenne l'avantage. Lors de la signature du traité de Gand, la paix est restaurée et les frontières restent inchangées. En ce qui a trait à l'Alliance des Autochtones, les guerriers métis et les Premières Nations jouent un rôle important dans la défense du territoire canadien lors de l'invasion américaine. Ils sont des milliers à combattre aux côtés des troupes britanniques et de la milice canadienne, de sorte que leur contribution est notable. Du côté de l'Église catholique, l'évêque catholique Monseigneur Plessis enjoint les Canadiens à demeurer fidèles aux autorités britanniques. Les curés des différentes paroisses prêchent en ce sens de sorte que l'action du clergé contribue à garder le Canada dans l'Empire britannique. En ce qui a trait à la participation des Canadiens, la mobilisation des Canadiens ne se fait pas au même rythme dans les deux Canada. Les loyalistes du Haut-Canada forment rapidement une milice pour défendre leur territoire. Au Bas-Canada, malgré la pression de l'Église, les Canadiens tardent à s'enrôler. Ainsi, la majeure partie des troupes est composée de conscrits. Au Bas-Canada, 1000 soldats et miliciens canadiens-français se sont démarqués dans la bataille de Châteauguay en repoussant les Américains, pourtant 7 fois plus nombreux. Dossier numéro 4. Le commerce des fourrures. En ce qui a trait à l'expansion des territoires exploités, eh bien, suite au traité de Paris, signé à Versailles en 1783, le commerce des fourrures s'est déplacé vers l'ouest des Grands Lacs. Cette expansion des territoires de traite va causer des hausses de coûts de transport. Par ailleurs, au début des années 1800, la demande européenne pour les fourrures diminue, ce qui fait chuter les prix. Cette baisse des prix jumelée à la hausse des prix du transport vont expliquer que le commerce des fourrures n'est plus rentable. Un nouveau commerce va faire son apparition. De plus, la fusion des compagnies est expliquée par une forte concurrence entre la Compagnie du Nord-Ouest et la Compagnie de la baie d'Hudson, qui, elle aussi, nuit à la rentabilité du commerce des fourrures. Donc, en 1821, Londres va demander à ces deux compagnies de fusionner. Puisqu'il s'agit maintenant de la seule compagnie Dodson, Montréal perd son rôle d'importance dans ce commerce, puisque les fourrures sont dorénavant expédiées à partir des ports de la baie d'Hudson pour se rendre directement en Europe. Fin du chapitre numéro 4. Dossier numéro 5. Le commerce du bois. Pour comprendre l'essor du commerce du bois au Canada, il faut d'abord comprendre qu'en 1806, afin d'affaiblir l'économie britannique, Napoléon, alors dirigeant de la France, impose un blocus continental et ferme les ports nord-européens aux navires britanniques, d'où ils s'approvisionnent traditionnellement en bois. Donc, la métropole britannique, qui doit tout de même continuer à s'approvisionner en bois pour pouvoir construire ses navires, s'est alors tournée vers ses colonies nord-américaines afin de s'approvisionner.
En accord avec sa politique protectionniste, la Grande-Bretagne va donc accorder des tarifs préférentiels aux matières premières provenant de ses colonies. Ce qui veut donc dire que le commerce du bois va grandement profiter de cette mesure, puisque le tarif des produits forestiers est alors plus bas que le tarif de ses concurrents. En définition, un tarif préférentiel est un tarif plus bas que celui du marché qui donne un avantage concurrentiel aux marchands, aux entreprises ou aux colonies, dans ce cas-ci, qui vont en bénéficier. En ce qui est trait à la transformation du bois, de nombreuses scieries vont commencer à se développer aux embouchures des rivières à partir de cette époque, puisque celles-ci vont évidemment servir au transport du bois équarri, en parlant des rivières. Les petites scieries, eux, produisent les poutres et les planches nécessaires à la construction, alors que les plus grandes scieries, elles, vont produire les douves utilisées pour la fabrication des tonneaux, ainsi que les grandes pièces qui servent aux chantiers maritimes de la province. Du côté de la construction navale, des dizaines de chantiers maritimes s'installent le long du Saint-Laurent. Les pins blancs et les chaînes sont transformés en mâts pour les navires marchands et militaires du Royaume-Uni. Différents métiers vont concerner ou vont être impliqués dans le commerce du bois. D'abord, les chantiers forestiers et les scieries vont employer une main-d'œuvre importante, qu'ils soient bûcherons, scieurs, équarrisseurs, draveurs, cageux, débardeurs, charpentiers, tonneliers, menuisiers. Il est important de comprendre que la main-d'œuvre des chantiers forestiers est composée à majorité de Canadiens français, mais aussi d'Irlandais. La coupe du bois, faite durant l'hiver, est souvent effectuée par des agriculteurs qui viennent chercher un revenu supplémentaire pour nourrir leur famille. C'est à partir de cette période que le gouvernement colonial va offrir des concessions à des marchands anglais autour de Montréal et de Québec, puis dans des nouvelles régions telles que le Saguenay, la Mauricie et l'Outaouais pour exploiter le commerce du bois. Fin du chapitre 5. Dossier numéro 6. L'agriculture. En ce qui a trait à l'organisation du territoire, le régime seigneurial est toujours en vigueur au Bas-Canada. Par contre, les nouvelles terres concédées sont divisées en cantons. Le Haut-Canada, pour sa part, est développé uniquement, lui, en cantons. Le premier canton du Bas-Canada est érigé en 1796 à Dunham, en Estrie, ou communément appelé les cantons de l'Est, par M. Thomas Don. En ce qui a trait aux Corn Laws, à partir de 1815, la Grande-Bretagne adopte une série de lois accordant un tarif préférentiel aux importations de céréales produites dans ses colonies. Les céréales de l'étranger étant surtaxées, le blé canadien est favorisé. La culture intensive du blé. Évidemment, les méthodes agricoles désuètes, l'absence d'engrais naturels ainsi que la surexploitation des sols a pour effet d'appauvrir les terres. À partir des années 1800, s'ajoutent des conditions climatiques défavorables ainsi que des infestations de parasites faisant chuter la quantité de blé produite au Bas-Canada. Crise des années 1830, à partir des années 1830, la production chute de manière dramatique. Le Bas-Canada est forcé d'importer du blé du Haut-Canada pour subvenir aux besoins de sa population. La crise agricole, la surpopulation dans les seigneuries et le manque de terres cultivables amènent des milliers de familles à migrer ou à émigrer. Nous verrons, dans le dossier numéro 9, les mouvements migratoires de la population bas-canadienne. C'est la fin du dossier numéro 6. Dossier numéro 7. Capitaux et infrastructures. En ce qui a trait à la création des banques, le commerce du bois, qui nécessite des institutions financières telles que les banques, afin de mieux gérer les capitaux, va forcer les marchands britanniques à fonder la première banque au Bas-Canada. En 1817, la Banque de Montréal va permettre de financer donc leur activité industrielle et va même émettre ses propres billets de banque. Par ailleurs,
De 1800 à 1850, le gouvernement colonial va financer la construction de nombreuses routes et ponts afin de relier les villages des nouvelles régions colonisées, ce qui va permettre la circulation de la poste et des voyageurs. Le chemin du roi demeure, malgré tout, le plus utilisé. De plus, puisque les cours d'eau demeurent les voies de transport les plus utilisées, il devient important de régler le problème des rapides et des chutes qui ralentissent le transport des marchandises. En effet, en amont de Montréal, il faut souvent décharger et recharger les bateaux afin de les contourner. À partir de 1820, le Royaume-Uni va décider de financer un vaste réseau de canaux et d'écluses afin de favoriser le transport des matières premières, des marchandises et du ravitaillement des armées. Ce réseau de transport efficace va stimuler le développement économique des deux Canada et le commerce avec les États-Unis. C'est ainsi que le canal de la Chine va être construit en 1825, les écluses de la rivière Outaouais en 1832 et le canal Rideau en 1832 vont être construits durant cette période. De plus, la machine à vapeur est l'invention marquante de la révolution industrielle, du moins de la première révolution industrielle, et elle va séduire les industriels canadiens. Dès 1809, le premier bateau à vapeur va être construit par John Molson, un marchand prospère du Bas-Canada. Du nom de l'Accommodation, il permet de relier Québec et Montréal en 36 heures, ce qui est une avancée majeure. Molson et d'autres marchands anglais vont financer le premier chemin de fer, le Champlain and St. Lawrence Railroad. Inauguré en 1836, cette ligne va relier la Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu et le trajet qui dure 2 heures va permettre d'économiser plusieurs jours de transport par voie navigable. Fin du chapitre 7. Dossier numéro 8. Les mouvements migratoires. Les guerres napoléoniennes et la révolution industrielle ont amené des conditions de vie difficiles. En pleine crise économique, des grèves et des émeutes ont lieu et sont réprimées par la violence des policiers. Ainsi, à partir de 1820, plusieurs milliers de Britanniques émigrent afin de fuir la pauvreté et les tensions sociales. De son côté, en Irlande, c'est la grande famine qui va pousser les gens à quitter le pays. Par ailleurs, en 1832, une épidémie de choléra touche la Grande-Bretagne. Durant la traversée de l'Atlantique, plusieurs immigrants contractent la maladie. Devant ce danger, le gouvernement du Bas-Canada va installer une station de quarantaine à Grosse-Île, dans le fleuve Saint-Laurent, en aval de Québec. Malgré cette mesure, 12 000 personnes meurent dans les deux Canada. À Kingston et à Québec, des agents d'immigration vont organiser l'établissement des colons dans les cantons du Haut et du Bas-Canada. Toutefois, seuls 10 à 15 des immigrants s'installent au Bas-Canada. Sherbrooke et sa région se développent durant cette période. Par contre, la hausse de la population au Bas-Canada va entraîner une surpopulation des seigneuries et une rareté des terres, comme mentionné précédemment. La crise agricole, qui sévit aussi au même moment, fait en sorte que de nombreuses familles canadiennes vont quitter les seigneuries pour émigrer aux États-Unis. Évidemment, dans l'espoir d'y trouver du travail dans les nombreuses manufactures de textiles. Ils s'installent principalement en Nouvelle-Angleterre, puis particulièrement dans le Massachusetts et le Maine. Plusieurs immigrants de leur côté vont plutôt choisir de s'installer dans les villes du Bas-Canada comme Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke afin d'y trouver du travail dans les manufactures. Du côté des régions de colonisation, bien évidemment, plusieurs vont se développer grâce à l'industrie forestière, comme la Mauricie, le Saguenay et les Laurentides, qui vont attirer les agriculteurs canadiens-français. Fin du chapitre 8, mouvement migratoire. Dossier numéro 9, la population. En ce qui a trait à la composition de la population du Bas et du Haut-Canada, la population du Bas-Canada demeure majoritairement francophone, alors que la ville de Montréal est surtout anglophone.
De son côté, la population du Haut-Canada est d'origine britannique et est composée de loyalistes provenant de l'immigration britannique et composée d'une faible population francophone. En ce qui a trait à l'accroissement de la population, au Bas-Canada, elle s'explique surtout par son taux de natalité élevé, soit 50 naissances pour 1000 habitants, alors qu'au Canada, la hausse démographique est le résultat de l'immigration britannique. Les groupes sociaux qui composent la société du Bas-Canada est composé de 10% de la population qui se veut dans la classe de la bourgeoisie. 90% se retrouvent dans ce qu'on appelle la classe populaire. La bourgeoisie d'affaires anglophone a une forte influence au point de vue politique et économique, alors que la petite bourgeoisie, particulièrement la bourgeoisie professionnelle francophone, est influente en politique et auprès de la population canadienne. En effet, la grande bourgeoisie, à forte majorité britannique, pourrait se caractériser par les hauts dirigeants et fonctionnaires du gouvernement, officiers et quelques seigneurs. La bourgeoisie d'affaires, elle aussi à majorité britannique, est composée de marchands britanniques et de quelques marchands canadiens. De son côté, la petite bourgeoisie, à majorité canadienne cette fois-ci, est une bourgeoisie professionnelle canadienne-française composée de médecins, notaires, avocats, etc., et des seigneurs et des quelques agriculteurs aisés, alors que les classes populaires, majorité de Canadiens et les nouveaux immigrants britanniques, se composent de soldats, de petits fonctionnaires, d'artisans, d'agriculteurs et d'ouvriers. Par ailleurs, un nouveau poste, soit celui d'agent des Indiens, fait son apparition. En effet, la hausse de l'immigration au Haut-Canada et l'ouverture des régions pour le commerce du bois, Outaouais, Saguenay, Mauricie, font en sorte que plusieurs terres appartenant aux Premières Nations sont concédées aux colons et aux marchands anglais. La perte de leur territoire et les épidémies vont contribuer à rendre leurs conditions de vie difficiles. Donc, dans les années 1830, sous l'impulsion du gouvernement colonial, les agents des Indiens, comme on les appelait autrefois, et évidemment, désormais, on utilise plutôt le terme autochtone, mais pour le bien de la compréhension de ce qu'est un agent et de ce que c'est la loi des Indiens plus tard, il est nécessaire d'utiliser ce terme-ci. Donc, les agents des Indiens vont appliquer une politique d'assimilation qui consiste entre autres à créer quoi? Des réserves. Avec l'aide des missionnaires catholiques et protestants, on force ainsi les Autochtones à s'installer dans des habitations individuelles et à pratiquer l'agriculture, malgré leur désir de poursuivre leur mode de vie traditionnel. Fin du chapitre 9 sur les populations entre 1791 et 1840 au Haut et au Bas Canada. Dossier numéro 10 sur les idées libérales et républicaines. D'abord, le mouvement occidental de libération nationale débute à la fin du 18e siècle sous l'influence des idées libérales et dans la foulée de la Révolution américaine et de la Révolution française. En effet, on assiste à la naissance d'un sentiment nationaliste. Ces idées atteignent aussi, donc, évidemment, le Canada et vont contribuer grandement à l'évolution de la vie politique et économique pendant la période de 1791 à 1840. En effet, ce mouvement va s'exprimer à travers les représentants élus, qui dès lors vont élaborer, au nom de la population, les lois pour le bien-être général à la Chambre d'Assemblée. De son côté, le libéralisme politique. Eh bien, les idées libérales influencent de nombreux penseurs en Occident et affectent la vie politique de plusieurs pays. Dans le domaine politique, les idées libérales veulent limiter les pouvoirs de l'État pour garantir les droits naturels des populations. En d'autres mots, selon le libéralisme politique, l'État est essentiel pour interdire la violence et protéger les individus, mais il ne doit pas empêcher la liberté d'action, de pensée, d'opinion et d'association. De son côté, le républicanisme est une tradition qui a été développée au début du 19e siècle,
et qui s'inspire de nos voisins américains. En effet, selon le républicanisme, l'objectif d'un État et le sens même de son existence, comme de ses décisions, doivent être le bien commun. Au Bas-Canada, les élites politiques tentent de trouver une place dans ce gouvernement colonial. Donc, le discours républicain de Louis-Joseph Papineau va s'opposer au libéralisme et va alimenter les débats politiques du Bas-Canada jusqu'aux rébellions de 1837-1838. Ces idées vont donc avoir une place prépondérante, de premier plan, pendant cette période. D'ailleurs, ils vont être alimentés par la presse écrite. Des penseurs européens et américains répandent des idées libérales qui circulent de plus en plus sur la place publique et dans différentes publications, telles les journaux et les livres, qui commencent à se populariser. Au Canada, ces idées sont présentes dans la Gazette de Québec, le Québec Mercury, la Minerve et le Canadien. C'est ce qui conclut le chapitre 10. Dossier numéro 11 sur les nationalismes. À la fin du 18e siècle, les francophones forment encore la majorité de la population du Bas-Canada, ce qui crée une dualité linguistique. De par leur histoire et leur culture particulière, cette population d'origine française, aussi représentée majoritairement à la Chambre d'Assemblée, a des intérêts qui diffèrent des autorités coloniales anglophones. Ainsi, le nationalisme canadien, face à la menace de l'immigration britannique et du poids politique de la bourgeoisie d'affaires britannique, les Canadiennes prennent conscience de l'importance de préserver leur langue, leur religion, leurs lois et leurs coutumes. S'appuyant sur ce principe de nationalité, le Parti canadien change de nom en 1826 et devient le Parti patriote. À la tête du parti, Papineau. Papineau incarne dorénavant la défense des intérêts et du droit pour les Canadiens d'accéder à leur autonomie politique. Autrement dit, l'objectif de ce mouvement de pensée est de rompre le lien colonial avec la métropole. De leur côté, le nationalisme anglo-britannique s'inscrit de par le fait que le gouverneur, ainsi que les députés du British Party, défendent pour leur part les lois et les institutions britanniques qu'ils considèrent supérieures. Ils sont très attachés à leurs racines anglaises et souhaitent l'assimilation des Canadiens. Qu'est-ce que ça veut dire, assimilation? Tout simplement leur faire perdre leur langue, leur foi, tout ça au profit de la langue anglaise et de la religion protestante. On emploie le terme impérialisme pour traiter de ce sentiment de fierté et d'attachement à l'Empire britannique, à ses institutions et à sa culture. Fin du dossier numéro 11 sur les nationalismes. Dossier numéro 12 sur les soulèvements de 1837-1838. Tout d'abord, les rébellions de 1837-1838 sont deux soulèvements armés ayant eu lieu dans les colonies britanniques du Bas-Canada et du Haut-Canada en 1837 et en 1838. Tout débute avec les 92 résolutions. Ce document, adopté par le Parti patriote à la Chambre d'Assemblée le 22 février 1834, présente les dénonciations et les demandes à l'attention de la Chambre des communes britannique. Dans ce document, on y dénonce le favoritisme du gouverneur, les liens étroits entre le Conseil législatif et le Conseil exécutif, la corruption des fonctionnaires, la mauvaise administration de la justice, le mauvais usage de fonds publics. On demande l'élection des membres du Conseil législatif nommés jusqu'alors par le gouverneur, la responsabilité ministérielle, en d'autres mots, que les ministres, les conseils soient responsables de leurs actes, de leurs gestes et puissent, en
en cas de nécessité, démissionner ou être renvoyé. On demande aussi le contrôle des dépenses par la Chambre d'Assemblée, l'accessibilité des francophones aux postes administratifs, le respect de la langue, de la religion et du droit des Canadiens français. Il faudra attendre plus de 3 ans avant que les résolutions Russell arrivent et dans lesquelles le ministre des colonies britanniques, John Russell, va soumettre sa réponse au Parlement de Londres concernant les 92 résolutions. En effet, toutes les demandes faites par le Parti patriote vont être rejetées. Russell va aller plus loin. Il va même autoriser le gouverneur à puiser dans les subsides de la Chambre d'Assemblée. Évidemment, cet événement va provoquer la colère des députés. Ainsi, des assemblées populaires vont être créées. Au printemps 1837, plusieurs meneurs du Parti patriote vont organiser des assemblées populaires afin de dénoncer l'attitude des Britanniques. Malgré l'interdiction des autorités politiques, les patriotes vont tenir d'autres rassemblements. Deux visions s'affrontent. L'aile réformiste, qui désire une lutte politique en faisant pression sur le gouvernement, et l'aile révolutionnaire, qui, elle, désire l'indépendance du Bas-Canada en prenant les armes. En automne 1837, l'Assemblée des Six Comtés, un grand rassemblement tenu dans la vallée du Richelieu, invite ses partisans à la révolution armée et vote pour la création d'une milice. Évidemment, les mesures de répression vont être prises par l'État colonial. Le gouverneur accuse les patriotes de rassemblement illégal et interdit ce type de rassemblement. Il émet des mandats d'arrêt et déclare coupables les chefs révolutionnaires de haute trahison. Plusieurs patriotes sont arrêtés et emprisonnés. Papineau réussit à s'enfuir aux États-Unis. En ce qui concerne le haut et le bas clergé catholique, le clergé catholique, évidemment, s'oppose aux revendications et aux idées libérales du Parti patriote. En effet, Monseigneur Lartigue, premier évêque de Montréal, incite la population à respecter l'autorité de la couronne britannique. En ce qui a trait au conflit armé, en octobre 1837, suite à l'appel aux armes, c'est le début des violences. D'abord, il y a des bagarres à Montréal entre les Fils de la Liberté et le Dorix Club. Des mandats d'arrêt sont émis contre 26 chefs patriotes. Les troupes britanniques affrontent les patriotes. Tout commença dans les rues, avec des supporters comme les Fils de la Liberté du côté francophone et le Doric Club du côté anglophone. Mais à partir du 23 novembre 1837, des affrontements ont lieu. D'abord, une victoire des Patriotes à Saint-Denis, car les Britanniques sont à court de munitions. Cependant, le 25 novembre 1837, les Britanniques ripostent et l'emportent à Saint-Charles. Les Patriotes ont pour seule arme des pieux et des faux. C'est un massacre. Les Britanniques poursuivent sur leur lancée. Le 15 décembre 1837, c'est une autre victoire des Britanniques à Saint-Eustache. Les Patriotes sont retranchés dans l'église et les Britanniques vont aller jusqu'à incendier et brûler plusieurs villages aux alentours, en plus de Saint-Eustache. Ainsi, c'est dans cette mouvance et face à cette contre-attaque britannique que des patriotes réfugiés aux États-Unis vont fonder l'Association des frères chasseurs et y écrire la Déclaration d'indépendance du Bas-Canada. En effet, les frères chasseurs sont une organisation secrète qui a pour but de renverser le gouvernement du Bas-Canada. Avec Robert Nelson à leur tête, ils publient cette déclaration d'indépendance du Bas-Canada et vont même jusqu'à tenter de relancer la rébellion au sud de Montréal, mais vont être défaits le 7 novembre à la Colle et battus le 8 novembre à Middletown. Une forte répression va s'ensuivre. En effet, en décembre 1838 et janvier 1839, c'est la pendaison de 12 patriotes à Montréal et l'exil
d'une soixantaine en Australie. De plus, depuis 1837, les institutions parlementaires du Bas-Canada sont abolies. La province est administrée par le Conseil spécial du Canada et la province est dirigée tour à tour par le gouverneur Gosford, le gouverneur Colborne et le gouverneur Durham. La loi martiale est en vigueur. Du côté du Haut-Canada, les députés réformistes du Parlement du Haut-Canada vont appuyer les revendications du Parti patriote. En juillet 1837, lors d'une assemblée publique, des députés vont rédiger la déclaration de Toronto. Avec leur chef, William Lyon Mackenzie, des députés, ou les députés, vont plutôt planifier un soulèvement afin de prendre le pouvoir. Malheureusement, cette rébellion du Haut-Canada, peu organisée, va être réprimée par les autorités avant la fin de l'année. C'est ce qui conclut le chapitre 12 des rébellions, des soulèvements patriotes de 1837-1838. Dossier numéro 13. Rapport Durham. Suite aux rébellions de 1837-1838, le gouverneur Durham rédige un rapport des événements qu'il dépose au Parlement de Londres. Dans son rapport, il émet des constatations et des recommandations. Selon lui, le conflit serait d'origine ethnique, soit une crise raciale entre francophones et anglophones. De plus, c'est la faute de l'acte constitutionnel s'il y a eu ces rébellions, parce qu'il n'accorde pas la responsabilité ministérielle. En effet, cet acte constitutionnel permet au gouverneur d'avoir le droit de veto sur la Chambre d'Assemblée et permet de nommer les conseils. Qu'est-ce que ça veut dire? En d'autres mots, ça permet une corruption au sein du gouvernement colonial. Donc, Durham recommande la responsabilité ministérielle. En d'autres mots, que soit appliqué le principe du gouvernement responsable. Selon ce principe, les membres du conseil exécutif, les ministres, sont choisis parmi les députés du parti au pouvoir par le chef du dit parti. Ils ne sont donc plus nommés par le gouverneur. Numéro 2. Le conseil exécutif doit justifier ses dépenses devant la Chambre d'Assemblée. Il y a donc transparence du gouvernement quant au budget. Il ne peut plus piger dans les subsides de la Chambre d'Assemblée comme il le souhaite. 3. Le conseil exécutif ou le conseil des ministres est responsable de ses décisions. Si elles ne correspondent pas aux attentes de la majorité des députés, celui-ci perd la confiance de la Chambre d'Assemblée et doit donc démissionner. De plus, comme mentionné précédemment, convaincu qu'il s'agit d'une crise raciale entre Canadiens français et Canadiens d'origine britannique, Durham recommande des mesures visant l'assimilation des francophones afin de prévenir d'éventuelles rébellions. En d'autres mots, dans son rapport, il fait des recommandations afin d'assimiler les Canadiens français. De 1. Faire de l'anglais l'unique langue au Parlement. De plus, pour y arriver, assurer une immigration massive en provenance des îles britanniques. 3. Annuler les concessions faites aux Canadiens dans l'Acte de Québec, puis dans l'Acte constitutionnel en ce qui a trait aux lois et à la religion catholique. De plus, dans cet objectif d'assimilation, Durham recommande que soient unies les colonies du Haut et du Bas-Canada. Avec cette union, il n'y aurait qu'une seule chambre d'assemblée, avec le même nombre de députés pour les deux Canada. Ainsi, il y aurait plus de sièges aux députés britanniques qu'aux Canadiens, et le pouvoir politique de ces derniers en serait diminué. Ben oui, si au Bas-Canada, par exemple, si on divise ça de façon, pour faire résumer, de part égale, imaginez-vous, il y a 100% de la Chambre d'Assemblée au Canada qui est dominée par des anglophones, alors qu'au Bas-Canada,
Imaginez-vous que c'est 50-50. Si on unit le Haut et le Bas-Canada, désormais, la majorité anglophone du Haut-Canada et la moitié anglophone du Bas-Canada vont pouvoir s'unir contre les francophones du Bas-Canada et donc pouvoir faire passer leurs lois et ayant comme but final l'assimilation totale des Canadiens français. Fin du chapitre 13. Dossier numéro 14, l'Église anglicane. Le diocèse anglican de Québec est fondé en 1793. Son siège est la cathédrale Sainte-Trinité de Québec, soit l'Holy Trinity. Jacob Mountain est le premier évêque de ce diocèse. Durant son épiscopat, il fait construire 60 églises et le nombre de ses prêtres augmente d'autant plus. De plus, l'évêque Mountain participe au Conseil législatif. En effet, il siège au Conseil législatif du Bas et du Haut-Canada à titre de Lord évêque de Québec. Il demande et reçoit également un siège au Conseil exécutif afin de pouvoir exercer une réelle influence dans l'administration de la colonie. De cette manière, il souhaite contrer l'influence que l'évêque catholique exerce grâce à la majorité francophone. De plus, les réserves du clergé, possédées par l'Église anglicane, sont des terres représentant le 7e du territoire dans les deux Canadas et qui sont réservées pour le maintien d'un clergé protestant depuis l'acte constitutionnel de 1791. De plus, devant les pressions d'une population anglophone en augmentation et grâce à l'influence de ce révérend Mountain, la Chambre d'Assemblée vote en 1801 l'acte pour l'établissement d'écoles gratuites et l'avancement des sciences dans cette province, ou appelée, dite, la loi de l'institution royale. Il s'agit de la première loi scolaire sanctionnée au Bas-Canada et donc d'une première prise en charge de l'éducation par l'État. Dans les 15 années qui suivent, une trentaine d'écoles seront ouvertes dans les centres urbains où se concentrent les populations anglophones. De même, le révérend obtient une charte afin de fonder l'Université McGill, la première université anglophone du Bas-Canada. Pour ce qui est des écoles publiques, gratuites, francophones, il faudra attendre. Fin du chapitre 14 et fin du chapitre 4 de secondaire 3, Histoire, Québec, Canada.